Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette quatrième et dernière journée de la nouvelle donne de la CSTI. Vous avez été nombreux à nous suivre jusqu'à présent et nous espérons que vous allez apprécier aussi cette dernière matinée avec Aude Inodi et Émilie Coleman. Donc, je me présente rapidement. Je suis Alexandrine Maville-Sonnet, donc directrice de l'AMSTI, et j'ai le plaisir de vous accueillir, Aude et Émilie, toutes les deux enseignantes-chercheuses au GRESEC à l'Université Grenoble-Alpes. Et vous allez nous présenter aujourd'hui les résultats de votre étude menée en 2020, même si ça a été une année particulière pour mener cette étude, à propos du rôle du livre dans les organisations de médiation scientifique. Donc, cette étude, elle fait un petit peu écho à une étude qui avait déjà eu lieu en 2015, qui en fait s'intéressait à la place des sciences en général et plus particulièrement aux livres scientifiques au sein des bibliothèques. Donc, vous allez peut-être aussi nous expliquer comment les choses ont évolué depuis 2015. Mais voilà, je vous laisse présenter votre étude et je vous retrouverai à la fin de votre présentation pour vous faire partager les questions que nous allons recevoir du public au sujet de votre étude. Voilà, merci à vous et bonne présentation. Merci à vous, Alexandrine. Bonjour à toutes et tous. Donc, merci à l'AMSTI de nous offrir ce temps de parole dans le cadre des journées de la nouvelle donne de la CSTI. Je nous présente rapidement. Nous sommes enseignantes-chercheuses au GRESEC, Émilie Coleman, qui vous parlera tout à l'heure, et puis moi-même, Aude Inodi. Et on fait partie du GRESEC, qui est un laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication au sein de l'Université Grenoble-Alpes. Voilà, donc comme l'a dit Alexandrine, nous restituons aujourd'hui les résultats d'une étude qui a été conduite au premier semestre 2020. Et les résultats de cette étude feront l'objet d'un rapport qui sera remis à l'AMSTI et au ministère de la Culture en janvier 2021. Voilà, nous avons cherché à comprendre le rôle du livre, imprimé et numérique, dans les organisations qui font de la médiation scientifique. Effectivement, c'est une étude, comme l'a dit Alexandrine, qui est en miroir de celle qu'on a conduite en 2015 sur la place du livre de sciences en bibliothèque de lecture publique. Cette étude-là, elle avait été faite avec Dominique Cartelier, également chercheuse au GRESEC, et on avait travaillé, on avait mis en lumière en fait que les enjeux par rapport à ce livre de sciences en bibliothèque ne portaient pas seulement sur la manière d'intégrer le livre de sciences dans un fonds de bibliothèque, mais aussi sur la connaissance respective que les acteurs des métiers du livre et de la médiation pouvaient avoir les uns par rapport aux autres, sur les partenariats qui devaient se mettre en place entre les types d'établissements, des établissements culturels avec des visées complémentaires et apprendre à travailler ensemble. Et puis aussi sur les politiques conduites et les moyens mis à disposition pour faire en sorte que le livre de sciences soit bien exploité en bibliothèque et qu'on puisse faire de la médiation aussi autour de toute l'activité scientifique dans les bibliothèques. Alors on verra que certains de ces éléments se retrouvent dans l'étude qu'on a conduite cette année et qui a vraiment, certaines choses ont évolué et puis d'autres sont encore en suspens et doivent avancer. Alors, avant de rentrer dans les résultats de l'étude, je vais rapidement donner quelques éléments de contexte. Alors, évidemment, ce contexte, il est brossé à très rapide, forcément réducteur, incomplet dans le temps imparti, mais ce contexte, il sera dressé de manière beaucoup plus détaillée dans le rapport. Actuellement, il y a plusieurs choses sur lesquelles peuvent s'appuyer les médiations avec le livre dans la science. D'abord, il y a une stratégie nationale de la CSTI qui a été définie, qui regroupe une grande diversité d'acteurs susceptibles de faire de la médiation scientifique. Et dans ces acteurs, les bibliothèques de lecture publique, notamment les bibliothèques universitaires,
Dans le contexte, on note aussi que les acteurs de la médiation se sont fortement professionnalisés depuis un certain nombre d'années déjà, en parallèle de la professionnalisation des métiers du livre, qui est bien sûr plus ancienne, mais les deux professionnalisations se renforcent, voilà. Du côté de la communication de la science, on note que deux grands modèles coexistent. Un ancien, le modèle diffusionniste de la science, et puis un plus récent, celui de la médiation de la science. Alors, pour faire rapidement le point sur ces deux modèles, dans le modèle diffusionniste, le livre prend toute sa place, notamment avec ce qu'on appelle encore la vulgarisation scientifique. Pendant longtemps, le livre est resté l'objet phare pour la diffusion, la transmission de la connaissance à l'école, mais aussi dans les bibliothèques et plus largement dans la société. Il l'est encore par certains aspects, avec notamment des éditeurs qui œuvrent pour rendre la science accessible à tout un chacun. Dans ce modèle diffusionniste, on trouve aussi des formes comme les expositions, les conférences, qui proposent ce type de diffusion de la science, d'une parole experte vers des publics. Et à côté de ce modèle diffusionniste, s'est mis en place un autre modèle, celui de la médiation, avec des activités, des outils variés pour faire comprendre la science par l'action, la participation, les animations, les expérimentations, la fabrication. On peut lister plein de possibilités, et autant de formes qui participent à la transmission de la science et qui font l'objet aussi de recherches. On l'a vu d'ailleurs récemment, pendant le confinement, une série de webinaires a été organisée par Universcience, l'école de la médiation, entre autres, sur les recherches et la médiation scientifique. Et une série de webinaires très intéressants dans lesquels on a pu constater les dynamiques autour de la médiation scientifique. Voilà, donc ça ne signifie pas que les formes classiques de diffusion liées particulièrement au livre ont disparu, mais elles s'insèrent dans un ensemble plus vaste d'activités qui font qu'il y a une concurrence des différentes formes de transmission, et une concurrence qui parfois peut se faire au détriment du livre, puisque les formes de médiation peuvent être perçues comme plus ludiques, plus pertinentes, plus efficaces dans la transmission de la science. Donc voilà, c'est dans ce cadre que nous avons conduit cette étude sur le rôle du livre dans les organisations de médiation scientifique. Donc, on va vous présenter les résultats de cette étude. Dans un premier temps, rapidement, notre méthodologie de travail, et puis ensuite, la manière dont le livre est mobilisé dans les actions de médiation et dans les organisations de médiation scientifique, et puis ce que ces mobilisations reflètent sur le plan politique et organisationnel par rapport à la culture scientifique et technique. Nous terminerons par quelques pistes qui nous semblent intéressantes pour poursuivre la réflexion sur ce sujet et qui nous permettront aussi d'échanger avec vous par la suite en fonction des questions que vous nous ferez remonter dans le chat. Voilà, donc je vais laisser la parole à Émilie pour la présentation de la méthodologie et la première partie des résultats. Merci Aude. Du coup, moi, je vais rentrer pas vraiment dans le contexte, mais vraiment plutôt dans l'enquête qu'on a menée en elle-même. Donc, c'est une enquête qui s'est intéressée à la compréhension du rôle du livre dans les organisations de médiation scientifique et qui visait vraiment à être dans une posture d'observation de comment ce livre, quelle était la place en fait qui était accordée au livre dans ces structures et comment il pouvait être ou pas être mobilisé quand on parlait de médiation scientifique. Donc, on était vraiment dans une posture de compréhension et d'observation des actions des différents acteurs qu'on a pu rencontrer et pas du tout dans une piste un petit peu normalisante qui aurait visé à dire qu'il fallait absolument, en situation de médiation scientifique, avoir recours à l'objet livre. Donc, on n'était pas dans une posture
de valeur par rapport à ça, mais plus de volonté d'observer et de comprendre les pratiques au quotidien. Ça nous a permis de nous intéresser à différents aspects, en fait, à la fois des aspects, comme le disait Aude, un peu plus structurels, organisationnels, c'est-à-dire comment est-ce que le livre est présent dans la structure de manière large, comment est-ce qu'il est géré, comment est-ce qu'il est acheté, est-ce qu'il y a un centre de ressources ou une bibliothèque ou est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des partenariats qui sont mis en place. Et ensuite, on a fait un focus vraiment ciblé sur quand on était en lien avec la médiation scientifique, quelle était la place qui était accordée au livre et quel rôle on lui faisait jouer en posture de médiation scientifique. Donc, on verra que c'est la partie que moi, je vais présenter un petit peu plus dans le détail, qui est en lien avec à quel moment, en fait, dans la médiation scientifique, on a recours à l'objet livre. Voilà. Notre hypothèse de travail, c'était qu'en fait, d'essayer de montrer que ce rôle et cette place du livre, elle pouvait être favorisée par la présence d'une culture professionnelle du livre à l'intérieur des organisations et des structures et qu'en fait, ça avait une incidence sur le fait d'y avoir recours ou de ne pas y avoir recours et que, en l'absence de cette culture professionnelle du livre, on avait parfois des relais qui étaient faits par des modes de culture un peu personnels du livre, un rapport un peu plus individuel à l'objet livre. Donc ça, c'était pour nos différentes hypothèses de travail. Et derrière, on a mis en place une méthodologie en lien avec à la fois l'hypothèse et puis ce qu'on essayait de montrer comme résultat, c'est-à-dire quelque chose qui a été très construit autour des entretiens. Donc, en introduction, on a rappelé que ça avait été une enquête qui s'est mise en place en mars 2020, donc effectivement qui a été très rapidement soumise à du confinement et à des entretiens à mener en visio. Donc, moi, je voudrais beaucoup remercier aussi les personnes qui se sont rendues disponibles dans des modalités un petit peu particulières sur ce moment-là, parce que ça n'a pas été facile de faire des choses sur Zoom. Et pour nous, ça a eu une incidence aussi en termes un petit peu de résultats, parce que on n'a pas pu faire tout ce qui était observation in situ, se déplacer dans les locaux, avoir une vision vraiment, une représentation de l'espace, etc. Donc, ça a eu quelques effets, en fait, quand même, sur ce qu'on a pu avoir comme résultat. On a rencontré en entretien 14 organisations qui ont bien voulu jouer le jeu et nous répondre soit par téléphone, soit sur Zoom, etc. Et à l'intérieur de chaque structure, on a pu rencontrer 1, 2, 3 personnes, donc à chaque fois un petit peu différemment et en fonction de vers qui on nous dirigeait quand on présentait notre travail et notre recherche. En parallèle de ça, on a souhaité mettre en place aussi, pour avoir un petit peu plus de données, peut-être un peu plus quantitatives, un questionnaire qui a été diffusé par mail aux adhérents de l'AMSTI, qui a obtenu, au final, on doit être sur une quarantaine de répondants au questionnaire et qui abordait des questions un peu plus ciblées et avec des réponses un peu plus précises. Par rapport à la participation, en fait, donc aux personnes qui ont répondu, le schéma qui s'affiche le présente et essaye de mettre en lumière les personnes, enfin les structures en fait qui ont répondu au questionnaire ou qu'on a pu avoir en entretien et l'ensemble et la variété et la complexité en fait des acteurs qui sont repérés par l'AMSTI comme étant des acteurs de la médiation scientifique. Donc on voit que sur la partie gauche du schéma, on a différents acteurs qui ont répondu et qu'on a à droite toute une gamme et toute une variété en fait d'organisations qui ne sont pas rentrées, pour lesquelles on n'a pas touché en tout cas pendant cette enquête-là. Et ça permet aussi pour nous d'avoir en tête en termes de résultats qu'il y a une représentation importante des centres de sciences, des associations, des muséums et des établissements supérieurs de recherche. Et par contre, qu'on n'est pas allé, on n'a pas de résultats sur tout ce qui va être fondation, théâtre, planétarium, etc. Et là aussi, pour nous, c'était des choses qui étaient intéressantes à mettre en avant parce que ça montrait la complexité et la variété en fait des métiers qui sont pris en compte dans cette culture scientifique et technique et dans cette activité de médiation scientifique. Et clairement, dans notre enquête, on s'aperçoit qu'il y a une représentation beaucoup plus importante de certaines que d'autres. Donc ça aussi, quand on va rédiger le rapport, on essaiera de le garder en tête.
du coup, je vais vous faire la présentation de la partie un petit peu plus sur la mobilisation du livre par rapport à la médiation scientifique plus particulièrement. Sachant qu'on va, donc là je vais le faire très très rapidement, mais l'idée c'était qu'on essayait de se poser la question de est-ce que ces temps de mobilisation du livre dans la médiation scientifique, c'est-à-dire globalement en amont de la médiation, pendant la médiation et après la médiation, je détaillerai ça tout à l'heure, est-ce que ces éléments ne peuvent pas être mis un petit peu en parallèle par rapport à la démarche scientifique en elle-même qui a l'habitude de mobiliser le livre ou l'information scientifique de certaines manières et à certains temps particuliers. Donc ça, on va essayer de le développer plus dans le rapport qu'on va travailler par la suite, mais avec l'idée que dans la démarche scientifique, il y a toute une partie état de l'art, construction d'une réflexion sur le sujet qui se fait en amont de la recherche en elle-même. Ensuite, il y a la recherche avec le temps de l'expérimentation. Et ensuite, il y a le temps de la publication des résultats. Et que du coup, c'est peut-être des activités qui peuvent être réfléchies aussi en parallèle avec les résultats qu'on a obtenus. Le premier temps, en fait, qu'on a observé, ça va être le temps du livre comme ressource. C'est-à-dire que, grosso modo, pratiquement systématiquement, dans les personnes qu'on a rencontrées ou qui ont répondu au questionnaire, il y a ce temps de quand on prépare une médiation scientifique, on a besoin de chercher des informations sur le sujet. Et que, en tout cas dans la pratique professionnelle, il nous a semblé que le temps de recherche de l'information était un petit peu systématique, c'est-à-dire on se renseigne sur un sujet avant de mettre en place une médiation. Par contre, là où il commence à se mettre en place des différences, et c'est les citations qu'on a mises un petit peu en avant ici, c'est le fait de ne pas forcément, chez toutes les personnes et chez tous les médiateurs, tous les professionnels, de ne pas nécessairement voir le livre comme l'outil indispensable pour cette étape. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui nous ont vraiment mis en avant le fait que oui, il fallait avoir recours au livre parce que c'était une ressource d'information fiable, que c'était quelque chose où on avait des données vérifiées. Et il y avait d'autres personnes chez qui cette affirmation était moins vraie, avec le fait que sur le web, on trouvait aussi beaucoup d'informations et que ces informations, du coup, pouvaient être prises et remplacer, se substituer à la pratique de lecture d'ouvrages. Il y avait différents... Donc, en fait, globalement, sur cette question du livre comme ressource, il y avait vraiment, de manière assez systématique, dans ce qu'on a pu avoir comme discours, la confrontation entre le livre et ce qu'on pouvait trouver comme information sur le web, avec différents arguments de chaque côté pour défendre une posture ou l'autre. Donc, du côté du livre, pour les personnes qui mettaient en avant le recours au livre, il y avait bien entendu, c'est ce que j'ai dit déjà, le côté fiabilité des informations qui étaient contenues. Donc, le fait de mobiliser le livre comme ressource, ça permettait d'avoir des informations vraiment validées, vraiment vérifiées. Et également sur des postures un peu plus originales, sur le fait que le livre aussi, finalement, se démarquait de ce qu'on pouvait trouver sur Internet et pouvait parfois donner des choses un peu originales, notamment du fait que le livre avait un historique et qu'on pouvait trouver des livres anciens et du coup avoir des expériences différentes de ce qui était publié actuellement par des youtubeurs de sciences ou en ayant des traces d'informations, un regard un peu historique sur la science. Du côté des personnes qui disaient ne pas mobiliser le livre, on avait un argument un petit peu inversé, c'est-à-dire de dire que finalement le livre, comme on était sur des temporalités d'édition à l'année, des choses des temps un petit peu longs, ça ne correspondait plus à la médiation scientifique, puisque la médiation scientifique s'inscrivait sur la nécessité d'avoir des choses très actualisées. Et du coup, sur le fait d'avoir accès un petit peu en temps réel aux avancées de la science et aux évolutions de la science. Donc sur ça, sur la confrontation du livre et du web, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup, et là peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais beaucoup des différences de pratiques en fonction des générations de médiateurs, et qu'il y avait parfois des questions sur le fait que
c'est en train de disparaître dans les générations de médiateurs qui arrivent, le fait de systématiser le recours au livre comme ressource numéro 1 de l'information pour monter une action de médiation. Et que sur ça, il y avait une concurrence vraiment très marquée du web. Voilà. Après, sur ces questions-là, on a aussi, grâce au questionnaire, pu voir que, par exemple, la présence d'un centre de ressources dans l'établissement, le fait d'avoir une bibliothèque ou un centre de ressources, ça allait multiplier par 2 la possibilité pour les médiateurs d'avoir recours aux livres comme support d'information pour préparer une médiation. Du coup, on va basculer sur le deuxième temps qui a été évoqué en entretien, c'est l'action de médiation en elle-même. Pendant la médiation, comment est-ce que le livre prend sa place? Donc là, on a essayé de le regrouper, ça sur l'idée du livre comme un objet à manipuler ou à lire, avec l'idée en fait que vraiment, et ça c'est une dimension importante, quand on a parlé du livre dans nos questionnaires et dans nos entretiens, on englobait la version livre numérique et la version livre imprimé. Mais que dans les faits, quand c'est des choses qui nous ont été évoquées en entretien, ça a été beaucoup centré sur le livre imprimé. Et que du coup, on a eu l'impression, à l'issue de tout ça, que c'était vraiment la matérialité du livre, son statut d'objet en fait, qui était important pour les médiateurs et que la partie numérique, la dimension numérique était assez peu évoquée intuitivement. Donc en fait, dans cette dimension du livre pendant la médiation, ce n'est pas du tout un recours systématique au livre. C'est-à-dire qu'il y a des organisations clairement de médiation scientifique qui n'ont pas recours au livre, qui ne mobilisent pas le livre quand elles sont en action de médiation. Ça ne veut pas dire qu'elles ne l'ont pas utilisé avant ou qu'elles ne l'utiliseront pas après, mais elles n'ont pas de pratique qui mettent le livre en avant pendant l'action de médiation. Par contre, pour les structures qui l'utilisent pendant la médiation, là encore, on se rend compte que la présence d'un centre de documentation va rendre plus systématique et on a l'impression va faciliter l'ouvrage du livre pendant la médiation, puisque ça va être quelque chose auquel les structures vont avoir plus facilement recours, quel que soit le statut des médiations qui sont mises en place. Pour les autres, quand le livre va être mobilisé, ça va être souvent sur des actions vraiment très spécifiques et sur des activités vraiment très spécifiques. Et je vais rejoindre ce que Aude disait en introduction sur la dimension un petit peu transmissive. Et en fait, quand on regarde à la fois les questionnaires et les entretiens, les actions de médiation où le livre est le plus spécifiquement présent sont des modèles un peu plus de vulgarisation, c'est-à-dire les conférences ou les expositions. Donc là, on a l'impression qu'il y a comme s'il y avait une représentation du livre qui se retrouvait dans ce type de médiation. Après, ce qu'on voulait aussi mettre en avant par rapport à ça, c'est le type d'ouvrage qui était mobilisé. Donc, globalement, on a beaucoup de mobilisations qui sont évoquées par rapport à des ouvrages de vulgarisation scientifique, des ouvrages scientifiques. Mais on a aussi des structures, notamment des structures qui n'ont pas forcément un centre de ressources, qui affirment et qui mettent en avant une politique d'utiliser d'autres types de livres, donc des livres de fiction, des bandes dessinées, des albums jeunesse, etc. Donc d'avoir une politique un peu moins classique de l'ouvrage de science, quand elle est mise en situation de médiation. Ça renvoie aussi au fait, et on a voulu le souligner dans cette diapositive, au fait que les organisations qui font de la médiation scientifique, elles ont beaucoup un public jeunesse ou un public familial, et du coup, les livres et les modalités d'apparition du livre, elles sont aussi en lien aux pratiques et aux représentations des attendus de ces publics particuliers. Ensuite, pour revenir un petit peu sur la citation, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la regarder, mais c'est un petit peu ce qui amène la conclusion, c'est que justement, le livre, dans tout ça, apparaît comme un objet qui a un rapport au temps un petit peu particulier et qui, du coup, peut parfois être différent par rapport à la posture de la médiation. C'est-à-dire que le livre est pris comme un temps de pause, comme un temps un petit peu plus doux, un objet qui demande justement du temps pour le manipuler ou pour le lire et qui, du coup,
va être mis à part dans l'activité de médiation qui est plus vue comme du faire, du temps réel, de la pratique. Je vais essayer d'être un peu rapide aussi pour terminer sur le après. Donc après, le livre comme trace, c'est l'idée que dans tout, donc il y a le avant, il y a le pendant et il y a le après. Et là aussi, c'est des choses qui nous ont été régulièrement évoquées par les structures, c'est-à-dire que l'idée que le livre a sa place aussi une fois que la médiation est terminée. Et quand les structures l'évoquent, elles l'évoquent principalement dans l'idée du livre comme un objet, encore une fois, dans une matérialité, quelque chose qui va pouvoir s'inscrire dans de la mémoire et dans de la trace de l'action de médiation. Et du coup, on rejoint là encore la place du livre comme moyen de faire de la vulgarisation scientifique et de transmettre des connaissances à un public particulier. Donc, même si on est sur des structures qui nous ont affirmé précédemment ne pas utiliser le livre pour faire de la médiation scientifique, etc., elles ont parfois des politiques derrière quand même d'édition ou de conservation à travers l'objet du livre en lui-même. Ensuite, ce qu'on a constaté également, c'est que le livre est aussi un moyen, à l'issue de la médiation, de proposer des compléments ou des enrichissements au public, et notamment de leur proposer tout un ensemble de produits documentaires un peu classiques, des bibliographies ou des possibilités de faire des chariots de nouveautés, enfin, une gamme de choses, avec l'idée que le livre, en fait, va être une possibilité d'avoir plus d'informations que ce qui a été diffusé en médiation et d'aller un petit peu plus loin sur le temps de la médiation. Et enfin, le dernier point par rapport à ça, c'est la question des partenariats, en fait, parce que ce soit pour faire de l'édition, que ce soit pour faire des bibliographies, etc., les acteurs nous ont à chaque fois évoqué la complexité des partenariats à mettre en place, la complexité de travailler avec des maisons d'édition, avec des auteurs, avec des bibliothèques, et en fait d'articuler toutes les compétences professionnelles et tous les enjeux et toutes les temporalités, et de bien arriver à se retrouver dans cette idée du après, en fait, la médiation. Voilà, du coup, je vais laisser la parole à Aude sur la deuxième partie qui va être un peu plus large sur la structure et l'organisation par rapport au livre. Merci Émilie. Donc effectivement, après cette première présentation sur la manière dont le livre est mobilisé dans les organisations, on fait un constat plus global de la faiblesse d'une réflexion sur la place accordée au livre dans la culture scientifique et technique, sur ses usages, sur ses potentialités. Mais cette faiblesse de réflexion, elle n'est pas forcément voulue, elle peut aussi apparaître par défaut en raison d'un manque de moyens ou en raison d'un manque de moyens essentiellement. Donc, premier aspect qu'on va montrer, c'est justement dans les organisations qui ont des centres de ressources ou qui n'ont pas de centres de ressources ou qui n'en ont plus des centres de ressources. Émilie, peut-être tu veux passer sur la diapo suivante. Merci. On va d'abord, qui ne s'affiche pas, mais qui s'affiche, ça y est, effectivement. Donc, on va d'abord voir dans les organisations qui ont un centre de ressources, des décisions ne sont pas prises de manière spontanée concernant l'entretien. Enfin, l'entretien, c'est un mot qui est mal choisi, mais la manière dont ces centres de ressources sont gérés. Alors, cela concerne essentiellement les centres de sciences ou les centres de culture scientifique et technique ou les muséums aussi qui ont des bibliothèques. Toutes les personnes que nous avons contactées, enfin presque toutes, on va mettre à part la bibliothèque du Muséum de Paris qui a une mission spécifique. Donc sinon, tous les autres acteurs que nous avons questionnés se sont demandé s'il fallait maintenir ce centre de ressources pour des raisons de moyens et sur la manière de poursuivre leur mission. Donc, pour ceux qui les ont maintenus,
et ce n'est pas tous, certains les ont supprimés, c'est vraiment une politique assumée de considérer que le document est une ressource essentielle pour la transmission des sciences, le document et particulièrement le livre. Il n'empêche que ces centres sont malgré tout confrontés à une réduction de moyens financiers de manière globale. Et on a une citation un peu ironique à l'écran. 2 postes et demi, c'est la limite basse. Donc, c'est une personne qui est dans un centre de ressources qui dit ça. On a 2 postes et demi pour assurer la gestion de ce centre de ressources. Heureusement qu'on a une baisse de prêt. Donc, c'est ironique dans la mesure où, finalement, c'est la baisse d'activité du centre qui permet de le maintenir. Mais on se demande aussi si ce n'est pas le fait qu'il y ait moins de personnes qui fait que le centre de ressources puisse continuer à fonctionner. Donc, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Mais on remarque qu'on a des centres qui sont de moins en moins bien gérés, dont les fonds sont mal ou pas assez entretenus, pas assez mis à jour, ce qui entraîne des amplitudes d'ouverture en baisse, des publics, la diversité des publics aussi diminue. Par exemple, les centres vont être réservés à une certaine catégorie de publics, comme les enseignants ou les médiateurs, ou alors ils vont être uniquement réservés au personnel de la structure, parce qu'on n'a pas les moyens d'accueillir une grande diversité de publics. Et ces choix, en réalité, apparaissent comme un non-choix. Ils se font non parce qu'on considère que le livre n'est pas utile à la médiation, puisque, comme l'a dit Émilie, on constate que ce sont dans les organisations où il y a un centre de ressources que le livre est beaucoup mobilisé pendant les actions de médiation, mais parce que les moyens alloués sont insuffisants et que dans ce contexte-là, la priorité est donnée aux actions de médiation permettant l'interactivité et non à la gestion et à la valorisation du centre de ressources. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est les organisations qui n'ont pas de centre de ressources, soit parce qu'elles ont fait le choix de ne pas en avoir, soit parce que ce centre de ressources a été fermé parce qu'il n'y avait plus les moyens de l'entretenir. Dans ces cas-là, on constate qu'il n'y a pas de budget dédié aux livres dans ces organisations. Si des livres sont achetés, ils sont achetés sur les lignes budgétaires des projets, qui sont des projets de médiation qui sont conduits par l'organisation. Il n'y a pas de lieu non plus organisé pour la mise à disposition des livres. Les livres sont gérés un peu comme une bibliothèque privée, sur une étagère de bureau, dans un placard. Le livre n'est plus considéré comme une ressource professionnelle, mais plutôt comme un objet privé qui va rester dans le bureau des personnes qui l'ont utilisé à un moment donné, sans qu'il soit inventorié au niveau de la structure. Potentiellement, il pourrait être réutilisable, mais l'absence de gestion fait qu'il n'y a pas vraiment de visibilité sur le nombre de livres qu'on a dans l'organisation, le type de livres et si on va pouvoir les réutiliser à un moment ou à un autre dans les autres projets, les autres activités de l'organisation. Un autre point que nous avons relevé aussi et qui fait écho cette fois à l'étude sur la place du livre de sciences en bibliothèque, donc l'étude de 2015 dont on a parlé en introduction, c'est que on délègue bien souvent à des partenaires experts l'appel au livre, le fait de mobiliser le livre. Que ce soit dans des organisations avec des centres de ressources ou que ce soit dans des organisations sans centre de ressources. On fait appel aux bibliothèques universitaires ou aux bibliothèques de lecture publique. Ces partenariats sont généralement liés à des projets particuliers, voire à des personnes qui vont se mobiliser pour mettre en place ces partenariats
pas forcément à une politique générale de mobilisation du livre dans le cadre de la médiation. C'est vraiment parce qu'à un moment donné, un projet va se présenter et dans ce projet-là, on va se dire, ah ben oui, là, les partenaires du livre seront intéressants et donc on va pouvoir travailler ensemble. Lors de la précédente enquête de 2015, on avait pointé le phénomène inverse, c'est-à-dire que les bibliothèques allaient déléguer une partie de l'organisation des actions de médiation scientifique à des partenaires experts, centres de culture scientifique et technique ou associations de médiation scientifique, justement parce qu'elles pensaient ne pas avoir la compétence en interne pour pouvoir organiser ces actions-là. Donc ça questionne la légitimité ressentie par les acteurs de la médiation à utiliser le livre, mais aussi tout simplement à en parler. Nous avons noté que fréquemment, lors de la prise de contact pour les entretiens, les personnes nous renvoyaient vers les gestionnaires de centres de ressources quand il y en avait un dans l'organisation, plutôt que vers les médiateurs. Et quand il n'y avait pas de centre de ressources, souvent les personnes nous disaient qu'elles n'allaient pas nous apporter grand-chose par rapport à l'enquête, qu'elles n'étaient pas les mieux placées pour parler du livre, alors que justement, notre question, c'était de savoir si les médiateurs utilisaient ce livre. Donc, ça me permet de faire le lien avec la formation des médiateurs et en particulier la formation des nouvelles générations de médiateurs qui ne semblent pas avoir cette culture du livre, qui ne semblent pas y être formés non plus. Ces éléments d'ailleurs sont présents, et ça nous a été signalé par le ministère de la Culture, dans un autre rapport portant sur le livre et la formation des médiateurs en centre de loisirs. À noter également que nous avons relevé, et Émilie l'a dit quand elle a présenté les acteurs, l'absence de certains types de structures dans les réponses aux questionnaires. Les jardins, les zoos, les maisons de la culture, les hackerspaces, les incubateurs, toutes ces organisations n'ont pas répondu au questionnaire et cette absence nous interroge. Est-ce qu'ils n'utilisent pas du tout le livre? Est-ce qu'ils ne se sentent pas concernés par le sujet? Est-ce que c'est un non-sujet? Voilà, donc c'est peut-être des questions qui sont à prolonger dans la suite de cette étude. Dernier aspect que vous voyez sur cette diapositive, c'est que nous avons relevé un certain nombre de présupposés, de non-dits, de représentations, que nous avons en partie considérés comme des biais de recherche. Le premier élément, c'est les dimensions affectives et culturelles qui sont attribuées au livre. Toutes les personnes interrogées disent aimer le livre, en avoir beaucoup chez elles, les conseiller à des amis, mais aussi à des collègues. Donc ce livre, il est présent pour enrichir ses connaissances, sa propre culture professionnelle, voire celle des collègues. Et il est vraiment inséré dans une relation affective. C'est un témoignage, on le voit quand on remet des prix, par exemple, on offre des livres parce que justement, on aime bien ça. Et donc, mais cette relation affective et privée, elle est peu transférée pendant l'action de médiation. Car le livre n'est pas perçu comme répondant aux formes actuelles de la médiation et à l'interactivité nécessaire dans le cadre de la médiation. Parfois même, cette relation affective apparaît comme une forme de justification par rapport à nous, chercheuses, comme si le fait que nous fassions une recherche sur le livre impliquait que nous considérons que le livre est un objet culturel indispensable à la médiation des connaissances. Dernier point, ce livre apparaît comme un support de diffusion de la connaissance évident, mais également figé dans le temps, dans sa forme traditionnelle. Si je reprends des propos de Michel Melot, qui est un historien du livre, il disait le livre, c'est des feuilles imprimées reliées entre elles par 2 couvertures, donc une unicité de forme, de contenu. Et c'est bien ce support-là, fiable, pérenne,
qui est le plus représenté dans les propos que nous avons reçus. Ce support physique et très peu de références aux évolutions du livre. Le livre numérique, le livre augmenté, les applications de lecture. On n'a pas eu d'écho sur ces formes actuelles du livre qui peuvent être mobilisées par ailleurs. Il est donc plutôt moins sollicité que les autres types de ressources pendant l'action de médiation, car en décalage avec les attentes de la médiation sur l'interactivité, la pratique, la mise en pratique de la science. Et puis, il semble aussi rattaché à un autre domaine professionnel, celui des enseignants, de l'école et de la transmission scolaire dont la médiation cherche à se démarquer. Et finalement, il apparaît absent de la réflexion car trop banal, trop mobilisé historiquement, trop connoté par rapport à certains contextes. Il est présent par défaut, mais n'est pas inséré dans une réflexion ni une valorisation particulière, tellement évident parfois qu'il en devient presque oublié, notamment pour les générations les plus récentes de médiateurs. Donc, je passe la parole à Émilie pour quelques pistes de réflexion complémentaires que nous inspire cette étude. Donc, sur la partie des pistes, effectivement, c'est un petit peu, on aboutit à ces ensembles de propositions, sachant que c'est des propositions qui ne sont, encore une fois, vraiment pas en lien avec le fait qu'il faudrait ou qu'il ne faudrait pas utiliser le livre en situation de médiation ou que ça rende des meilleures situations de médiation. C'est plus des pistes qui sont liées, en fait, au questionnement des personnes qu'on a rencontrées et un petit peu à tous ces constats, ces résultats qu'on a évoqués avec vous. Donc, en fait, par rapport à la médiation en elle-même, la médiation, donc, pour rebondir sur l'idée de la banalité, etc., du livre et de l'absence de réflexion, au contraire, quand on a rencontré des acteurs qui voulaient nous dire là, ça a bien marché, ça a fonctionné, ça, c'était un succès, là, pour une fois, le livre, il trouvait vraiment sa place, on se rendait compte qu'on était, au contraire, pas du tout dans la banalité du quotidien, mais dans une vraie réflexion autour du livre et sur comment le livre pouvait s'insérer dans la situation de médiation. Donc, ça va être de mettre, par exemple, en place une réelle scénographie quand on construit une exposition et qu'on veut que le livre soit présent. Et donc, vraiment de construire un espace autour du livre et réfléchir à la place du livre à l'intérieur de l'exposition et pas uniquement de présenter sur une table quelques ouvrages à la sortie ou autre mobilité un peu plus quotidienne, on va dire. Donc, sur ça, en fait, il semble quand même qu'il y ait une nécessité que la présence du livre soit réfléchie quand elle est à mettre en place à l'intérieur d'une médiation et que cette réflexion, elle demande du temps, elle demande une reconnaissance, elle demande des moyens aussi et que toutes ces choses-là, en fait, elles doivent être appuyées pour que ça soit fait dans les meilleures conditions possibles. Et sur les deuxièmes aspects, en fait, ça va être sur l'idée que finalement, ce qui a beaucoup été évoqué par les acteurs, c'est que c'est des métiers, en fait, qui, donc on parlait de deux mondes différents, donc des métiers qui sont parfois différents, qui sont parfois, qui se méconnaissent parfois, et que du coup, il nous semble qu'il faudrait qu'il y ait un lien, en fait, qui se construise vraiment sur les différents professionnels, que ce soit des médiateurs ou des professionnels plutôt du côté du livre, des métiers du livre, et qu'il faudrait aussi que ce lien, en fait, se fasse au-delà de la relation individuelle. Parce que parfois, en entretien, on a eu des personnes qui nous disaient en ce moment, ça se passe bien parce que la personne qui s'occupe de la bibliothèque, elle est sensibilisée à la question de la médiation scientifique et du coup, on arrive à travailler ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe au-delà de ces échanges en fait interpersonnels? Donc, l'idée, c'était d'essayer vraiment de construire du lien de manière un peu plus systématique, un peu plus structurelle pour faciliter que ce soit un peu plus fluide les échanges en fait entre les métiers. Et l'autre piste, donc on a beaucoup parlé aussi des questions de génération, de formation, de compétences professionnelles, c'était essayer en fait de développer des compétences communes et essayer peut-être aussi de réfléchir au fait qu'on
on n'est pas d'un côté strictement les métiers du livre avec leurs compétences de gestion de fonds et d'un autre côté les métiers de la médiation avec leurs compétences de médiation, mais qui est peut-être aussi plus de partage et plus de fluidité sur ça. Alors, sachant que, justement, Aude, elle a évoqué la première enquête qui avait été menée en 2015, et on voit que du côté des métiers du livre, il y a des débuts de construction, de formation à la médiation, etc. Et du coup, nous, ce qu'on pensait, c'était peut-être qu'on pouvait proposer aussi, du côté des formations de médiateurs, une vraie réflexion, des vraies pistes de réflexion sur la place du livre et les modalités de réflexion du livre sur tout ça. Voilà, donc ça, c'est sur nos propositions un petit peu de pistes de travail et par rapport à tous ces entretiens qu'on a menés. Évidemment, c'est très rapidement brossé et c'est très succinct, mais on aura le rapport qui sera beaucoup plus détaillé et qui sera publié au début de l'année 2021. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je remercie l'AMSTI aussi pour avoir organisé cet événement. Et je pense qu'on va peut-être avoir quand même un peu de temps pour des questions, même si on a été un petit peu bavarde. Voilà, bah, je reviens avec les questions. Merci beaucoup pour cette présentation, Émilie et Aude. Et effectivement, vous l'avez précisé, mais je vais peut-être le repréciser parce que vous avez accepté de nous livrer les résultats de l'étude alors que vous êtes en train de rédiger le rapport lui-même. Donc, on le publiera et on le partagera avec toutes les personnes qui nous demandent des précisions en janvier, fin janvier l'année prochaine. Donc, merci beaucoup. Donc, on a un petit peu de temps pour quelques questions. Donc, je vais aborder peut-être la première qui nous vient de Hélène Brignon. Avez-vous travaillé sur la question d'usage des romans à thème scientifique? Et elle rejoint un peu, et je vais peut-être grouper les deux questions en même temps, celle de Patrice Filin, sur justement qu'en est-il du livre sous forme de fiction comme support à la sensibilisation de l'esprit critique? Alors, je ne sais pas comment, on ne s'est pas bien organisé pour répondre. Alors, sur la question de la fiction, en fait, je pense qu'on en parlera de manière plus détaillée dans le rapport. Donc, nous, on a beaucoup d'éléments de personnes qui nous ont parlé du fait de faire des lectures, d'avoir recours à la fiction, de parfois même de la science-fiction, enfin, des choses très narratives et pas... Enfin, c'est ce que j'ai essayé de dire en disant qu'il n'y avait pas toujours que des ouvrages de vulgarisation scientifique qui étaient évoqués. Après, c'est pas encore une fois, c'est pas le point qui a été non plus, enfin, c'est des points qui ont été évoqués, mais pas de manière très creusée. Peut-être juste pour compléter par rapport à la fiction dans l'acte de médiation, ce qui a été évoqué peut-être plus que les romans ou ces aspects-là, c'est vraiment l'album, la bande dessinée pour des publics jeunes. Ces outils-là permettent justement d'être dans une interactivité par rapport à, par exemple, construire une bande dessinée, réfléchir sur les bulles, faire des expérimentations et ensuite traduire ces expérimentations sous forme de bande dessinée. Donc, on est plutôt sur ces objets-là, enfin, c'est ça qui est revenu le plus souvent. Les exemples autour du roman ont été moins cités, même si ça se fait dans certains centres de sciences. Merci. Nous avons également une question de Pierre Bonton qui vous demande si vous avez expérimenté la construction d'un livre ou d'un fascicule comme une conclusion d'animation. Est-ce que donc là, il pensait peut-être plus particulièrement les associations d'éducation populaire qui ont cette pratique pour développer justement la synthèse, les souvenirs communs d'une action? Est-ce que vous avez pu rencontrer ce type d'initiative? Alors non, on n'a pas rencontré ce type d'initiative. Et c'est sans doute là une des limites de l'étude et de la manière dont, enfin, du fait que l'étude ait eu lieu pendant cette période de confinement. C'est vrai qu'on n'a quasiment pas eu d'échange avec des associations culturelles.
et sur la manière dont les actions culturelles pouvaient mobiliser le livre dans les actions de médiation. Et ce sont des acteurs qui ont très peu répondu au questionnaire, par ailleurs. Donc là, sur la question des réponses au questionnaire, on s'interroge de savoir si c'est le fait que ce questionnaire a été diffusé pendant le confinement qui fait que certains types d'acteurs n'ont pas du tout répondu. C'est vrai que là, on a cette interrogation par rapport au questionnaire et à la réponse de certains acteurs sur nos interrogations. Merci. On a également une question peut-être plus générale sur le taux d'édition de livres à caractère de vulgarisation scientifique. Est-ce que vous avez justement des données sur l'évolution? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce qu'il y en a de moins en moins? Est-ce que vous avez eu des données de la part des éditeurs? Alors, ça ne faisait pas partie de la méthodologie en fait, qu'on a mis en place, parce que nous, on était vraiment sur un dispositif d'entretien auprès des acteurs, etc. Donc, on peut avoir le nombre de personnes en entretien qui nous ont parlé de l'édition scientifique. Par contre, on n'est pas allé creuser du côté des éditeurs. En fait. On pourra le faire, on peut envisager de le faire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on avait prévu là. Très bien. Écoutez, je vois qu'on arrive un peu à la fin de notre heure, donc je vais vous laisser quelques mots pour conclure et puis je vais peut-être faire la remarque qu'a partagée Nadège en fait ces 2 saisons. Elle nous dit qu'on voit arriver quand même beaucoup de beaux livres scientifiques qui se consomment comme de beaux objets cadeaux. Donc voilà, on va faire passer le message largement pour que tout le monde offre des livres scientifiques. Mais je vous laisse un peu conclure peut-être. Alors peut-être juste une remarque sur la question du livre et je pense que on va peut-être comme on est en train de rédiger le rapport, c'est quelque chose qu'on va intégrer dans notre réflexion. C'est vrai que le confinement a révélé qu'il y avait un renouveau de l'intérêt pour le livre, les librairies et la diffusion du livre de manière générale dans la société. Et c'est vrai que nous, a priori, on n'est pas parti sur le fait qu'on considérait comme utile le fait d'utiliser le livre dans la médiation. Mais il nous semble qu'il y a des pistes à creuser sur le fait que le livre n'est pas simplement quelque chose qui se lit, mais c'est quelque chose qui permet aussi l'interactivité et que ces éléments-là doivent se réfléchir et faire l'objet d'une réflexion construite avec des acteurs divers comme peuvent être les acteurs de la médiation scientifique et technique. Et justement, réfléchir à la fois à travailler ensemble sur la manière dont ce livre peut être mobilisé finalement de manière beaucoup plus fluide à toutes les étapes de la médiation. Émilie, si tu as... Je vais juste rajouter quelque chose parce que là, on a fait une présentation qui était très centrée sur le livre imprimé, en fait, c'est ce que j'ai dit, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup évoqué en entretien. Par contre, on a quand même eu quelques pistes. Je veux pas que les personnes qui nous ont parlé de livres augmentés ou de livres numériques disent qu'on les a oubliés. Donc, on a quand même quelques activités aussi qui mobilisent le livre numérique ou qui font des interactions livre-tablette ou des choses de cet ordre-là. On essaiera peut-être d'en parler un petit peu plus dans le rapport. Et il y a quand même des choses qui se développent aussi du côté du numérique qu'on n'a pas complètement oublié et même sur des vidéos sur YouTube et des choses de cet ordre-là, il y a quand même des initiatives autres. Et après, pour rebondir sur ce que vient de dire Aude et sur les librairies et sur leur pente ascendante, en fait, que le confinement a montré qu'en fait, on avait besoin aussi de ces choses-là. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la difficulté du partage autour du livre. Et c'est vrai que c'est des choses à structurer plus et à creuser plus. Voilà. Parce qu'on a un regard parfois très individuel sur la lecture. D'accord, merci beaucoup. Merci vraiment pour cette restitution d'études. Donc moi, j'ai noté qu'en fait, la dernière
étude avait eu lieu en 2015, donc on va peut-être ne pas attendre 5 ans pour la prochaine, on verra si on peut en faire une peut-être plus rapidement qu'en 2025. Merci beaucoup. De notre côté, la nouvelle donne de la CSTI, ça continue cet après-midi. On a un atelier justement pour mesurer l'impact de nos actions et la conclusion à 15h15 avec notre président Guillaume Desbrosses, qui va justement tracer un peu les conclusions et les perspectives de ce que l'on retient de ces 4 journées de réflexion autour de la nouvelle donne de la CSTI. Merci beaucoup et à tout à l'heure.